l'éducation et de la formation, un syndicat affilié à la CNTS. FC. Bonsoir, Monsieur Sarr. Inutile de préciser que nous avons un enseignant aujourd'hui sur le plateau. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, merci d'être des nôtres, Monsieur Sarr. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec vous, naturellement, nous allons parler de votre actualité. L'actualité dans le monde de l'éducation, c'est naturellement ces 2 décrets visant à améliorer la situation des décisionnaires adoptés hier en Conseil des ministres. Deux décrets longtemps réclamés, on va dire, notamment celles qui concernent le statut des décisionnaires et qui vous ont d'ailleurs valu d'aller en grève plusieurs fois. Comment avez-vous accueilli cette décision qui tombe enfin en votre faveur? Voilà, merci beaucoup, Sarah. Comme vous l'avez effectivement dit, hier au Conseil des ministres, on a adopté les 2 projets de décret relatif justement au statut des enseignants décisionnaires. C'est le décret 64-347 du 12 avril 1974 et le décret 2006-392 du 27 avril 2006. Et ce décret vient compléter ici le décret 77-987 du 14 novembre 1977 fixant les conditions pour les cadres particuliers, le statut particulier des cadres de l'enseignement. Comme vous le savez, ça fait depuis des années que nous étions en ordre de bataille pour justement régulariser la situation des enseignants décisionnaires. C'est une situation difficile, à la limite même dramatique, dans laquelle se trouvent ces enseignants décisionnaires, surtout quand ils seront à la retraite. Tenez, un enseignant qui perçoit un montant assez consistant pendant qu'il est en activité, à la retraite risque de se retrouver avec le 10e de son salaire. Vous conviendrez avec moi que dans les conditions actuelles, c'est inhumain, dégradant que de tenir avec un tel salaire, donc une telle pension. Et ils n'auront pas d'imputation budgétaire aussi. Et vous savez que c'est pendant qu'on est à la retraite qu'on devient vulnérable et que souvent on est confronté à des maladies. Et pour se rendre à l'hôpital, on est amputé de l'imputation budgétaire pour le concerné et pour sa famille. C'est une situation difficile dans laquelle se trouvent ces enseignants-là. Voilà pourquoi notre organisation s'était mise en ordre de bataille depuis quelque temps et au terme de notre 4e plan d'action, le président de la République a enfin accepté de soumettre au Conseil des ministres ces 2 projets de décret que le Conseil a examinés et adoptés. Maintenant, nous attendons leur promulgation et leur publication au journal officiel pour maintenant donner notification au ministère concerné pour leur application au bénéfice des enseignants. Et je dois aussi remercier ici le chef de l'État. Parce que nous étions depuis des années sur cette question avec le gouvernement sortant, mais jamais nous n'avons pu obtenir ce que nous avons obtenu aujourd'hui. Et si nous avons obtenu ceci, nous devons remercier grandement le chef de l'État, mais nous remercions également le secrétaire général de la CNDFC, le camarade Cheikh Diop. Comme vous le savez, nous sommes, membres qui a été reçu d'ailleurs en audience au palais. Parfaitement. Tout est parti, j'imagine. Nous sommes membres de la CNDFC et comme nous sommes également co-signataires du pacte de stabilité, parce que nous étions acteurs effectivement de ce pacte, et quand on a vu que 5 mois se sont écoulés et que le gouvernement n'a encore rien fait des engagements pris au sein de ce pacte-là, l'inquiétude était là et gagnait de plus en plus le monde du travail. Et nous, enseignants également, on était déjà lancés dans une bataille pour régler la situation de ces enseignants-là. C'est en cela que nous l'avons mandaté de tout faire pour prendre langue avec le chef de l'État et au cours de cette audience maintenant de lui soumettre ces questions-là pour mieux informer le chef de l'État sur les tenants et les aboutissants liés à ces projets de décret pour qu'enfin le président de la République comprenne l'enjeu et décide de régler cette question-là. C'est ce qui fut fait et c'est pourquoi nous remercions et Cheikh Diop et le président de la République pour avoir consenti à régler définitivement la situation des enseignants décisionnaires. Alors, on a vu une rentrée scolaire très mouvementée, certainement due à toutes ces revendications qui sont en suspens dans vos plateformes de revendication. Mais aujourd'hui, il y a quand même un engagement de taille du chef de l'État. Est-ce que on peut espérer, à tout le moins, une accalmie dans le secteur de l'éducation, au moins jusqu'à publication de ces décrets? Tout dépendra de la suite. Parce que, comme vous le savez, par rapport à ces questions-là, le gouvernement nous avait dit, au mois de janvier, que les décrets étaient sur la table du président de la République. C'est hier
que l'information a été connue, que ces décrets venaient d'être soumis au Conseil des ministres pour examen et adoption. Maintenant, après l'examen et l'adoption, il reste 2 autres étapes. La promulgation de ces décrets, la publication aussi de ces décrets. Maintenant, nous attendons que le président de la République également fasse ces 2 étapes-là. S'il ne le fait pas, vous ne lâchez pas du lest. Mais on ne peut pas, à cet instant précis, abandonner la lutte parce que tout simplement, les projets de décret ont fait l'objet d'examen. Pas l'abandonner, mais peut-être la différer, puisque nous sommes dans un contexte où tout est urgent. Mais maintenant, tout dépendra de la suite, parce que je pense que le président de la République ira dans le sens de promulguer ces décrets et effectivement de les publier au journal officiel pour maintenant donner notification au ministère concerné pour leur application. Parce que c'est l'application qui est l'impact final que nous attendons pour les enseignants décisionnaires. Alors, mais également, ce ne sont pas ces seules questions pour lesquelles nous étions en lutte. Justement, j'en viens. Autre question d'intérêt vital pour vous, c'est le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans, la revalorisation des pensions de retraite des enseignants, l'arrêt de ce que vous considérez comme étant une surimposition, pour n'évoquer que cela. Où en êtes-vous avec ces requêtes? Oui, effectivement, après avoir salué ce que le président de la République a fait hier, nous lui rappelons aussi qu'il reste un autre décret aussi que le président doit soumettre au Conseil des ministres. C'est le décret de 2025 et pour lequel nous demandons au président de lui trouver une date et un numéro. C'est le décret qui effectivement va prolonger l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans. Nous estimons que c'est une question d'intérêt vital à l'heure actuelle dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous attendons vivement du président de la République que ce décret soit signé au grand bénéfice et des enseignants et également de l'État du Sénégal. Mais nous attendons aussi du président de la République que la surimposition, parce que comme vous le savez, c'est un impôt qui est aujourd'hui excessivement appliqué sur les salaires et rappels des enseignants. Et c'est l'État qui applique cet impôt et de manière démesurée. Le barème à travers lequel cet impôt est appliqué sur les salaires des enseignants, nous considérons que c'est démesuré et ce n'est qu'appliqué qu'aux enseignants seulement. Et voilà pourquoi nous attendons aussi du chef de l'État qu'une mesure soit prise. Est-ce que vous pensez sérieusement, M. Sarr, pour que cette question soit réglée, qu'il soit possible, en l'heure actuelle en tout cas, de demander l'arrêt de ces ponctions opérées sur vos salaires au moment où nous vivons une morosité du contexte économique, où le gouvernement demande justement de se serrer la ceinture, on a tous entendu le Premier ministre en parler, et de participer davantage aux efforts de construction nationale. Pour pallier... il y a même des secteurs qui n'étaient pas imposés, qui sont aujourd'hui imposés. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Bon espoir que... Il faut dire que nous n'avons pas de problème par rapport à l'impôt. Nous sommes des citoyens et nous sommes redevables à l'impôt et nous devons payer l'impôt. Il n'y a pas de problème. C'est que ici, cet impôt qui est appliqué est excessif. Qu'est-ce que vous appelez excessif? En quoi réside l'excès? Parce que l'État, quand il donne un salaire à un enseignant ou un rappel, l'État garde ce rappel pendant un temps important. Il y en a des gens qui, depuis 8 ans, attendent le rappel d'intégration. Et jusqu'à présent, ce rappel n'est pas payé. Maintenant, au moment où ce rappel est payé à l'enseignant, presque la moitié est partie sous forme d'impôt. C'est ça que nous considérons comme étant une surimposition. Un impôt qui est excessivement taxé sur les salaires et rappels des enseignants. Maintenant, à l'heure actuelle, déjà le fait d'attendre longtemps, c'est un préjudice énorme que l'enseignant subit, que l'État lui fait subir. Maintenant, alors que pour les autres corps, à chaque fois que vous devez avancer, automatiquement le mois suivant, on vous donne votre dû. Mais ce n'est qu'au corps enseignant que ce système est appliqué. Donc c'est une injustice ici qui est appliquée aux enseignants. Et voilà pourquoi nous attendons encore du chef de l'État que des mesures correctives soient apportées pour que cette situation-là s'arrête. Tout comme nous demandons aussi au chef de l'État l'élargissement de l'imputation budgétaire aux enseignants décisionnaires qui sont à la retraite. Vous savez que si un enseignant décisionnaire part à la retraite, il ne peut pas avoir d'imputation budgétaire. Et nous considérons que c'est injuste. Il aura besoin de ça pour se soigner. Et voilà pourquoi nous attendons du président que l'impôt, cette situation soit corrigée pour que l'imputation budgétaire soit enfin accordée à ces enseignants décisionnaires. Tout comme le relèvement substantiel, il faut le dire, de la pension des enseignants qui sont à la retraite. Vous savez que nous sommes dans une situation conjoncturelle assez difficile. Les ménages aujourd'hui ne tiennent presque plus. Maintenant, si les pensions ne peuvent plus régler ces questions-là, il sera difficile pour ces enseignants à la retraite de vivre dans des conditions décentes. Et comme nous, en tant qu'organisation syndicale, nous réclamons que des conditions décentes soient accordées aux enseignants, même pendant la retraite.
Et voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État le relèvement substantiel de la pension des enseignants qui sont aujourd'hui à la retraite. Tout comme il y a aussi des enseignants qui opèrent dans les cases des tout-petits en qualité de directeur ou de directrice qui depuis toujours n'ont jamais obtenu d'indemnité de suggestion. Contrairement aux autres directeurs, nous considérons que c'est une injustice qu'il va falloir d'ores et déjà corriger. Tout comme également au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Vous savez que les écoles élémentaires dans notre pays, depuis 2017, l'État a arrêté de leur allouer le budget de fonctionnement. Ouais, depuis et pourtant, 2018. ces écoles-là sont soumises à des obligations de résultats. Mais qu'est-ce qui a motivé personne ce ne choix comprend. de l'État? Et le budget du ministère de l'Éducation, chaque année, on considère qu'il y a une hausse. Nous ne pouvons pas considérer qu'à chaque fois, on augmente le budget du ministère de l'Éducation nationale et que le budget qui est destiné aux écoles n'arrive pas. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un début de réponse à cette problématique? Parce que vous l'avez dit, ce n'est qu'en 2017 qu'ils ont décidé de retirer le budget de fonctionnement, enfin de retirer de l'école le budget de fonctionnement. Vous savez, rien ne le justifie. Encore qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait les parents d'élèves qui étaient là, qui agissaient pour permettre à l'école de fonctionner. Cette année, vous savez, on a des systématiques de l'inscription à l'école élémentaire. Ça date depuis 2023. Depuis 2023, au niveau de l'école élémentaire, il n'y a plus d'inscription. Autrement dit, les parents ne contribuent plus. Et les directeurs et les directrices qui gèrent ces établissements-là sont aujourd'hui arrivés à bout de souffle. Ils n'en peuvent plus pourquoi? Parce qu'ils prennent de leur salaire pour nourrir leur famille et ils prennent de leur salaire aussi pour faire fonctionner les établissements. Tout ce qui est entrant lié au fonctionnement de ces écoles reste du ressort du directeur ou de la directrice. Et pourtant, il y a un budget qui est alloué aux écoles, qui doit aller aux écoles. Nous demandons simplement que ces budgets-là aillent aux écoles pour permettre à ces derniers de souffler. C'est ce que nous demandons, parce qu'on ne peut pas vouloir la qualité des enseignements apprentissages et ne pas mettre ces écoles dans de très bonnes conditions pour fonctionner. Alors, vous aviez votre feuille de route, un plan d'action que vous aviez parfaitement décliné. Aujourd'hui, vous avez, on va dire, ces deux décrets qui ont été donc adoptés en Conseil des ministres en votre faveur, mais il y a aussi un certain nombre de requêtes dont vous attendez toujours les réalisations. Ça va être quoi, la suite de votre plan d'action? Bon, la suite, nous demandons au chef de l'État d'accélérer le pas. Hier, un pas a été franchi par l'examen et l'adoption de ces deux décrets. Maintenant, nous attendons que ces deux décrets soient promulgués, puis publiés au journal officiel et également que notification soit faite au ministère concerné pour qu'une application judicieuse puisse être faite au bénéfice des enseignants. C'est ce que nous demandons. Parce qu'il faut le dire également, l'éducation dans notre pays, on ne le dira jamais assez. Pour réaliser le capital humain, l'éducation en est une composante essentielle. Et le capital humain est un élément moteur pour une croissance économique durable dans notre pays. Et voilà pourquoi nous, au SADEF, nous avions salué à l'époque, quand le président de la République a mis l'agenda national de transformation et axé l'axe 2 sur le capital humain. Et pour nous, nous pensons qu'en mettant l'accent sur le capital humain, c'est améliorer d'abord qualitativement les conditions de vie et de travail des enseignants. Pourquoi? Parce que c'est à travers l'école que ce capital humain va se réaliser. On ne peut pas construire un développement économique et social dans notre pays sans pour autant mettre l'accent sur les enseignants, sur l'école. Et c'est de ce point de vue que nous, SADEF, nous nous mettons toujours en ordre de bataille pour que des conditions adéquates soient mises dans l'école pour permettre et aux élèves et aux enseignants d'être mis dans de très bonnes conditions de travail. Parce que c'est le développement qui est visé et le développement passe d'abord par cela. Meissa, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation et vous étiez l'invité de ce soir d'Info. Merci à toutes et à tous. C'est moi qui vous remercie d'avoir suivi ce magazine qui est à présent terminé. Excellente suite de programmes en notre compagnie. On se retrouve demain, Inch'Allah, avec plaisir.